Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de Patanjali, nous allons parler de chlordécone, de droit, nous allons parler de non-lieu, nous allons parler de Nadi Shodhana. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes épisode 217, c'est parti. Femme. 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 Femmes, avec deux femmes. Il y a avec nous Sylvette Romer à ma droite. Comment ça va, Sylvette? Ah, merci, Barbara. Maître Sylvette Romer, voilà, mais on va t'appeler Sylvette, mais tu es avocate. Il y a à ma gauche Lisa Silla. Comment ça va, Lisa? Bonjour, ça va, très bien, Ça merci. va? Lisa qu'on connaît bien sur Zitata, qui fait la pose yoga. On va parler de yoga avec toi, on va être zen. Merci d'être là, mesdames. Merci, on va passer 52 minutes ensemble. Je vous laisse vous présenter. On commence par Sylvette. Sylvette, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonsoir, bonjour. Oui. Je m'appelle Sylvette Romer. Je suis avocate au barreau de Martinique Oui. depuis 15 ans, puisque j'ai prêté serment le 19 mars 2010. On se souvient, ça. Oui. Ça se manifeste comment, la prestation de serment? Nous sommes invités par le bâtonnier à prêter serment. Oui. Donc, nous prêtons serment devant le président de la cour d'appel, Oui. qui nous reçoit donc à la cour d'appel avec les conseillers. Donc, c'est une audience assez solennelle. Oui, oui. Le bâtonnier fait son discours. Oui. Il nous présente un petit peu. Il présente un peu le parcours de chacune des personnes qui prêtent serment. Mhm. Le président lit le serment et nous disons « je le jure ». C'est quoi le serment? C'est comme, c'est pas le serment d'Hippocrate, on va pas te demander. Mais c'est quoi? Je jure d'exercer ma profession avec dignité et probité. Notamment. J'ai oublié, notamment. Voilà, voilà. Et puis après, on dit je le jure. Et on Tout lève à quelle fait. main pour dire je le jure? La main droite. La main droite pour dire je le jure. Mais je vais revenir à Les toi. intéressements. Je vais revenir à toi, mais Lisa, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, je suis professeure de yoga depuis 2008. Enfant, adulte, senior, je suis aussi maman et artiste dans l'âme. Voilà, donc c'est vraiment un chemin de vie pour moi et je suis toujours dans le même plaisir de partager cette pratique que j'ai découverte après mes études et qui m'a fait complètement bifurquer. Qu'est-ce que tu avais fait comme étude? Alors, j'avais fait une licence de lettres et arts Oui. à Jussieu, à Paris, et ensuite une formation pour devenir professeur des écoles Waldorf, qui est une pédagogie alternative, un petit peu comme D'accord. Montessori, Mhm. très spirituelle comme façon d'enseigner. Et je m'étais formée ensuite pendant 3 ans à ça, et puis Oui, mais j'ai c'est pas très croisé, loin, finalement, le c'est yoga. pas très loin, Ça fait du exactement. bien, ça fait du bien. Tout à oui. fait. Je me suis dit, en ayant appris tout ce que j'ai appris sur le développement de l'enfant, Oui. l'enseignement, la façon d'être dans la bienveillance, etc., finalement, c'était une continuité pour moi. Et puis, comme j'ai ensuite enseigné le yoga aux enfants et la méthode 3C, donc j'ai aussi apporté toute cette richesse de ces études dans mon enseignement. Voilà. Et là, maintenant, tu as une académie du yoga, donc tu as Yoga Life West Oui, Indies, en Yoga fait. Life West Indies, mon entreprise. Oui. J'avais 2 salles auparavant et maintenant, j'ai une académie en ligne depuis 5 ans maintenant. Et tu organises le grand stage. Voilà, tout à fait. Prochainement, c'est l'événement phare de l'année. Oui. J'en fais 1 à 2 par an. Oui. Donc, à Madiana, qui est un beau rassemblement. J'aime bien dire que c'est le bootcamp bien-être. Oui. C'est à Madiana que tu fais ça? Tout à fait. D'accord. Oui, Sur en plusieurs novembre. jours? Oui, Ok. sur 5 jours pour D'accord. les 7 chakras, enfin les 7 centres d'énergie. Voilà. Tu connais un peu le yoga? Un petit peu, Sylvette. j'en ai fait quand j'étais à l'université. Oui. On avait l'occasion, en tout cas, c'était un des cours qui était proposé aux étudiants et c'était très intéressant. Aux étudiants de droit? Oui, à Ok. tous les étudiants de l'université. C'était ouvert à tous les étudiants Ok. de l'université. Mhm. Alors, je parle bien de l'université de Martinique. Hein. Oui, C'est c'est vraiment, là que tu t'es formée? j'ai été étudiante à l'université de Martinique, j'ai été étudiante à l'université de Guadeloupe Oui. et j'ai aussi suivi des cours à Paris. D'accord. J'ai terminé à Paris et j'ai fait l'école d'avocat à Paris. D'accord. J'ai fait 3 universités. Pourquoi tu as voulu être avocate? Alors, plus petite, je me rappelle que je pense que c'est encore là, mais je pense que c'était plus fort quand j'étais plus petite. Je ne supportais pas l'injustice. Mhm. Quand j'avais un prof qui accusait un de mes camarades et que pour moi, ce qu'il disait était complètement
faux. Je m'énervais, je prenais la défense de mes camarades. Et, Tu plaidais. Je plaidais. Je plaidais. Oui. Et je le faisais vraiment tellement naturellement que je ne me rendais pas forcément compte. C'est quand les profs me faisaient la remarque, ils m'avaient dit, mais ça suffit, mais laisse ton camarade se défendre tout seul, Oui. tu n'es pas son avocat. Ou j'ai une prof qui m'avait dit, mais tu es l'avocat du diable, c'est pas possible. Donc, parce que je ne laissais jamais rien passer. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux laisser les gens se défendre tout seuls. Oui, oui, oui. Wow. Donc, c'est vrai que j'avais ce réflexe. Et puis, en grandissant, en faisant un peu les cours d'histoire, ou de temps en temps, on avait des petits focus sur le droit. Rapidement, je me suis rendu compte que ça m'intéressait, véritablement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commencé, même avant de commencer, j'ai voulu un moment être commissaire de police. Ah oui. Au tout début, quand Pourquoi j'avais pas, hein. voilà, quand j'avais 17-18 ans, quand il fallait réfléchir un petit peu, j'ai pensé à commissaire de police. Ma mère ne voulait pas du tout C'est vrai. que je sois commissaire de police. Elle refusait. C'est la première fois qu'elle m'a dit Non. non catégorique dans, Ah ouais. dans ma scolarité. Donc je me suis dit, bon, j'avoue que j'étais un peu rebelle. Donc rien que pour embêter maman, je voulais quand même devenir commissaire de police, mais j'étais trop petite. Oui, oui. Je ne connaissais pas les conditions de taille. Oui. Parce qu'à l'époque, Ah. il y avait un minimum... il fallait avoir une taille minimum pour pouvoir D'accord. exercer cette profession. OK. Donc, du fait de cette Oh, taille ouais. minimum, je n'ai pas pu m'orienter vers cette profession, mais je ne regrette pas du tout. Hein. Oui. Je ne regrette pas du tout. Mais c'était l'enquête qui t'intéressait, c'est le côté enquête, non? Je pense que c'est le côté droit. Oui. Je pense Ah, que le droit, c'était c'était le droit. côté Ah. droit où on cherchait, on essayait de comprendre, on cherchait on cherchait les éléments concernant l'infraction, enfin, Oui, oui. voilà, le côté un peu juriste, Oui. un peu La justice. règle, Voilà. la règle et la Voilà. justice, quoi. Voilà. La justice qui Oui. m'intéressait. Oui. Et puis finalement, du fait de cette difficulté, je me suis orientée vers la profession d'avocat. Je ne regrette pas du tout, Oui. parce que je me rends compte finalement avec le recul que peut-être que je n'aurais jamais été jusqu'au bout de l'examen, et peut-être que je n'aurais pas du tout fini ma formation à l'école de police. Mais aujourd'hui, le droit, c'est vrai que on vit en société. Toi, tu es un professionnel, une professionnelle. On ne se pose pas forcément la question, on est en société, la question de la règle, le respect de la règle. Est-ce que tu sens, enfin, une question comme ça à t'écouter, est-ce que finalement le respect de la règle pose peut-être plus problème aujourd'hui, ou est-ce que non, ça a toujours été ça? Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a la justice, il y a les avocats pour défendre les gens et des magistrats, etc. Est-ce que là, on a un rapport autre maintenant à la règle dans notre société actuelle au XXIe siècle? Je pense que le rapport n'a pas changé véritablement par rapport à la règle. Je pense que le rapport a changé par rapport aux autorités. Ah, oui. Je pense Ah, oui. qu'on a une population, et c'est valable en Martinique ou ailleurs, qui va chercher à s'intéresser à la règle, Oui. mais qui ne va pas forcément... Qui va contester Voilà. En fait, peut-être que, si j'ose, hein, je finis ta phrase, mais tu vas me contredire peut-être, il y a peut-être, comment dire, une forme de remise en question de la légitimité Tout de à fait. l'autorité, quoi. Tout à fait. De plus en plus. Tout à fait. Je suis Une libre. méfiance voilà. aussi, peut-être. Une méfiance Exactement. aussi. Une méfiance, une défiance vis-à-vis des Une autorités. défiance, Tout à fait. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je pense que ça a un peu changé. Mais quand je discute des fois avec certains gendarmes et certains policiers, ils me disent que c'est vrai qu'on a des jeunes, on a malheureusement pas mal de délinquance. Certains diront que la délinquance est plus violente en Martinique qu'en France. Je ne suis pas forcément d'accord, mais bon. Enfin, il y a une forme il y a des crimes. On est à 29 au moment où on enregistre l'émission. Il y a 29 Effectivement, meurtres. le nombre a augmenté. oui. Mais les gendarmes et les policiers me disent que la différence avec certains jeunes de là-bas, c'est que nos jeunes demeurent respectueux. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être commettre des actes de délinquance, mais quand ils vont se retrouver face à un homme ou une femme policière, ils vont quand même dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. C'est encore resté chez nous, dans notre culture. Alors que quand les policiers ou les gendarmes me disent que quand ils exercent en France, ils n'ont pas ce même rapport avec les jeunes. Ouais, Ils ne sont pas face à des jeunes qui ils nous disent vos jeunes sont encore un peu éduqués. Voilà. Donc c'est la réalité. hein. C'est ce qui se passe dans Mais, les familles d'abord. Hein. Je oui. pense qu'il y a... Ah oui. On parle souvent de la différence entre l'éducation antillaise et l'éducation là-bas, qui est plus cool. Oui. On peut plus facilement manquer de respect aux parents. Enfin, je vois... Ah, tu penses que ça demeure, ce respect, ces valeurs dans la famille? Alors, peut-être que ça bouge, là, Oui. je ne Oui, sais un peu pas, plus, mais mais, j'ai l'impression qu'il y c'est a peut-être plus fort ce ici que- sens-là qui Oui. est plus ancré ici. Oui, Oui. je pense. Oui. D'accord. Je pense Et que toi, c'est encore ta spécialité, parce que là, on parlait de délits ou de crimes. Toi, ta spécialité, c'est le droit pénal, mais pas que. Non, tu fais du droit pénal, notamment dans le dossier chlordécone, là, dont on va parler tout à l'heure. Mais tu es civil, qu'est-ce que tu fais? Droit social Ouais. aussi? Oui, tout à fait. Oui. Mais j'interviens surtout dans 3 matières, le droit Oui. pénal, Oui.
le droit, ce qu'on appelle le droit social. Le droit social, c'est le droit du travail. Attends, petit match, un petit quiz. C'est quoi le droit social? J'avoue, je ne m'y connais C'est pas quoi trop. le droit social, Lisa? Alors, Tout à l'heure, on va lui faire son quiz avec Alors yoga. là, mon Dieu, Le droit je- social. Est-ce que c'est lié au Allez. quotidien, au droit de ce qu'on a le droit Alors, de faire alors, par droit rapport social. au quotidien, Alors, c'est à nos quoi, ça? relations Tu as bien fait de venir, quotidiennes avec Sylvette. notre voisin, notre voisine. Ça a bien fait de venir. Ça, c'est le droit des voisins. Ça c'est la journée des voisins. Ça n'a rien à voir. J'avoue que je ne Ah, ça, c'est connais loi pas. civile. Le droit civil. Ah, ça c'est La relation avec le puisqu'on voisin, a c'est la éducation relation civile. civique. Eh bien oui, Non, parce non, qu'à tu veux l'école, pas on dire avait... civique, dire civil. Oui, mais peut-être que c'est un peu dans la... Non. Enfin, ce sont pas c'est le rapport à l'autre, c'est un peu les cours d'éducation civique qu'on avait à l'école, je Non, sais pas. non. Alors c'est vrai que quand on dit droit social, on pense au social, Oui, mais oui. en Social, fait c'est la non. grève. Mais en fait, oui, le c'est vrai. social, effectivement, Eh oui. c'est tout ce qui a rapport avec le droit du travail. Voilà. Bien Donc les sûr. relations Licenciement, salarié, salariés-employeurs, employeur, Ben voilà. oui, ça. droit de la sécurité sociale. Ouais, voilà. D'où, voilà. Donc le droit qui a un rapport avec la protection sociale et le droit civil, c'est le droit, effectivement, les relations entre individus, voisins, voilà, protection de la personne. le mari, la divorce. voilà. Enfin, je dis La le mari. famille. Oui, ça fait partie un peu du Voilà. droit civil. Et je fais aussi, voilà. Donc La moi, c'est division, tout ça, les rapports, tout les à fait, c'est c'est droit droit civil. Ok. Voilà. Ok, civil. Alors que moi, c'est plutôt droit du travail, enfin droit du travail, droit de la protection sociale, donc, et je fais aussi un peu de droit des étrangers. Ah, droit des étrangers. À quel Tout à moment fait. tu interviens, tiens? Alors, à quel moment tu interviens? Ils font appel à toi, pourquoi? Dans quel cas? Alors, souvent, les étrangers me demandent d'intervenir parce qu'ils ont fait une demande de titre de séjour à la préfecture et qu'ils n'ont pas de réponse. Donc, ils viennent vers moi pour me dire, je ne comprends pas, j'ai fait une demande, je n'ai pas de réponse, ça fait 1 an que j'attends, ça fait 2 ans que j'attends. Et j'interviens surtout, malheureusement, quand la personne reçoit une obligation de quitter le territoire français, Oui. ce qu'on appelle une OQTF. Ah, on en a beaucoup parlé à l'époque. Voilà. Oui. Donc, quand ils reçoivent une OQTF, ils ont un délai pour faire un recours. Oui. Ça peut être un délai de 48 heures, de 15 jours ou 2 mois. Donc, ils viennent me voir à ce moment-là et je fais un recours et j'essaie de faire valoir des arguments pour dire que la personne ne doit pas quitter le territoire pour X, Y raison, qu'elle a de la famille ici, qu'elle a un enfant français, que, voilà. Parce que des fois, les personnes ont une OQTF alors qu'elles ne devraient pas en avoir, mais simplement parce qu'elles n'ont pas fait correctement les démarches. D'accord. Et Donc, que, tu viens les voilà. assister. Tout à fait. Et est-ce que tu es commise d'office? Parce qu'on entend ça, tu sais, on voit dans des films, voilà, il est arrêté, oui, j'ai besoin d'un avocat, mais on fait venir un commis d'office. Oui, ça m'arrive d'être commise d'office. Mais c'est vrai que l'avocat commis d'office, il faut le distinguer de l'avocat qu'on appelle pro bono aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils distinguent les avocats pro bono et les autres. Oui. En France, c'est pas pareil. Un avocat peut être un avocat qui intervient parce qu'il a un client qui le paye directement, ou ce même avocat peut être désigné par l'État pour assister quelqu'un qui n'a pas les moyens d'assurer les tu es payé honoraires de quand même. l'avocat. On est indemnisé par l'État. Et alors, toi, tu es venu au yoga de façon un petit peu étrange. C'était lié à la posture sur la tête. Voilà, c'est pas private joke. C'est vrai, c'est son expérience. Alors, en vérité, Raconte-nous. je suis née dans le yoga parce que mes parents D'accord. faisaient de la méditation quand j'étais petite, tous les jours. Et ils étaient dans une démarche spirituelle depuis ma naissance. Mais en que fait. ça se matérialise. Parce que quand on dit je fais de mais la je ne méditation, m'attendais c'était quoi? pas. Ils sont assis en lotus et puis Oui, ils respirent. voilà, c'est ça. Ma mère, avant d'aller enseigner au collège Petit Manoir, tous les matins pendant 30 ans, à 5h30 du matin, elle faisait sa demi-heure de méditation. Elle arrivait zen au collège. C'est bien. Et tout le monde disait que c'était la dame zen du collège. Voilà. Mais bon, voilà, en fait, j'ai été baignée dans cette ambiance, on va dire, depuis longtemps, mais je ne pensais pas devenir professeure. Et ce qui a été une révélation, c'est quand j'ai eu ce cours privé aux États-Unis, offert par ma sœur, qui a fait que j'ai fait l'expérience de quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, à la fois une intensité physique à laquelle je ne m'attendais pas et une libération émotionnelle à laquelle je ne m'attendais pas, qui fait que quand j'ai fini ma posture, ma fameuse posture sur la tête, parce que j'étais quand même assez sportive, à la fin, dans la relaxation, j'ai eu des larmes parce que j'étais émue par l'expérience. Il y a quelque chose qui est sorti sans que je sache pourquoi. Mais c'était vraiment surprenant et surtout très agréable, en fait. Et c'était comme quelque chose qui avait besoin de sortir. Et ça m'a touchée. Et ça a fait son petit chemin en moi. Et après, je me suis formée du coup. Au début, je disais, Enfin, j'ai utilisé un mot, tu sais, pour annoncer les mots qui vont un peu jalonner nos échanges. J'ai parlé de Patanjali. Oui. Patanjali, c'est bien celui qui a
Celui Oui. à qui on relie le yoga, non? Oui, parce que on trouve des écrits en fait très anciens sur les origines du yoga et la philosophie du yoga et tout l'état d'esprit qu'il y a autour. C'est plus qu'une pratique physique. C'est le un cœur, art ça de relie vivre. voilà, c'est un art de C'est un vivre. Et art puis de c'est quoi? Comment tu le vivre. définirais, du coup? Ben, en fait, le yoga, je pense que c'est comme... c'est une approche holistique de la santé physique, émotionnelle et mentale. C'est pour le moi. cœur, le corps et la tête. Voilà, C'est ça. exactement. On s'occupe de tout Oui. dans une activité qui va harmoniser, équilibrer et réunir aussi, puisque yoga veut dire union. C'est comme une communion avec soi, en fait, qui va faire que le corps s'aligne avec l'esprit, le cœur et qu'on n'est plus, entre guillemets, un peu schizophrène, c'est-à-dire le corps est par là, on s'en occupe pas, le cœur est perturbé, mais la tête est en maîtrise. Et en fait, c'est une espèce de chaos à l'intérieur. Et le fait de pouvoir faire ce nettoyage, hein, le yoga, c'est vraiment un nettoyage du corps, des toxines, mais aussi des nœuds, des tensions, du stress, plus qui va entraîner aussi, du coup, un apaisement au niveau émotionnel, au niveau du système nerveux, et un apaisement au niveau du mental. Et moi, si tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que ce qui est le cœur du yoga, donc de cette harmonisation, c'est la respiration, c'est le souffle en fait. C'est essentiellement ça. C'est le souffle. C'est l'essence. C'est l'essence et c'est la conscientisation du souffle. Toi, tu as besoin du souffle quand Oui, tu prends la tout à fait. parole, que tu plaides Tout à comme fait. ça. Tout à fait. Est-ce que tu conscientises? Tu conscientises ça? Tu conscientises le fait que ça passe par le souffle de la même façon qu'on le fait au yoga? Alors, je pense que je commence à le conscientiser puisque de plus en plus, j'essaie de faire des exercices de respiration, de me poser, de poser ma voix. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on sait qu'on va plaider, à prendre une grande respiration. Et, alors, c'est vrai qu'on le fait mécaniquement. Hein. Je pense que peut-être. Comment tu prends la respiration? Sylvain fait. Alors qu'il faudrait faire. C'est ça, hein? Oui. Peut-être qu'effectivement, je ne le fais pas correctement. Il faudrait peut-être que je reprenne les cours de yoga pour réapprendre. Mais c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, on le fait. Oui. Mais depuis quelques mois où effectivement, j'écoute de plus en plus de podcasts sur le développement personnel, le bien-être, etc., je fais un peu plus attention à ma respiration avant de plaider, pendant que je plaide. Beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans quand j'ai commencé la profession. Quand les gens viennent te voir, Lisa, le yoga arrive quand dans leur vie? Est-ce que ça vient à un moment après une forme de cheminement? Oui. Et puis bon, ils se sont tournés vers le Pilates, ils se sont tournés vers le fit cross ou je ne sais pas quoi. Et puis le yoga, c'est zen. Puis il y a des gens d'ailleurs qui disent je veux pas, c'est trop zen. À quel moment de leur cheminement, de leur vie, ils viennent, ils font du yoga? Ah, souvent, hein, parce qu'il y a de tout. Hein. On peut avoir une maturité en étant jeune qui fait qu'on va s'intéresser à ces choses-là très tôt. Mais de façon générale, on vient après les bobos, c'est-à-dire souvent on vient un peu parce que le médecin vous a dit là vous êtes en mode burn-out ou bien on est en état de tension. Donc souvent c'est quand on commence à fatiguer un peu, quand on commence à voir que ce qu'on faisait jeune, le style de vie qu'on avait, le rythme de vie qu'on avait a commencé à avoir un impact et a commencé à créer des symptômes en nous comme l'insomnie, comme la boulimie, enfin peu importe hein, le symptôme, la fatigue chronique. Les gens vont commencer à se dire, il faut que je fasse quelque chose. Et souvent, c'est à ce moment-là. Donc, on va dire vers, 45, 50 ans, malheureusement, quand les enfants sont partis faire leurs études et qu'on commence à se dire, bon, maintenant, je vais m'occuper de moi. Malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est dommage parce qu'on aurait pu vivre ces précédentes années mieux, en se poussant moins, en étant plus en équilibre. Mais c'est l'école de la vie, c'est-à-dire que c'est souvent quand on se fait mal que ce soit au niveau du cœur, que ce soit physiquement, qu'on commence à se poser des questions et à revoir le mode de vie. Quand je l'écoute, je me dis, mais c'est tellement vrai ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, c'est maintenant que je commence à avoir un certain âge que je ne l'ai pas donné, que je commence à m'intéresser. C'est bien avant 50 ans ou 40 ans. On l'a deviné, on te voit, c'est... Ouais. Je pense que j'ai dépassé les 40. Je pense. Elle est certain. Et c'est vrai que c'est maintenant que je me dis, bon, il faut que je m'occupe un peu de moi, que je me pose, que je respire. Alors qu'on a tendance, nous, parents, pour nos enfants, à chercher des activités qui leur permettent
d'être zen, d'être détendu, d'être bien dans leur peau. Puisque moi-même, je n'en fais pas de yoga, mais quand mes enfants étaient plus petits, mes 2 enfants ont fait du yoga. Ah. Et c'est vrai que je ne me suis pas dit, tiens, vas-y en même temps qu'eux. C'est ça. J'en ai fait, quand j'étais étudiante, j'ai arrêté, j'ai emmené mes enfants au yoga, et quand j'ai emmené mes enfants au yoga, je n'ai pas recommencé. Et ce qui est dommage. Alors qu'on emmène les enfants en sachant que ça va leur faire... Ouais, c'est une activité qui va leur permettre de bien se développer, et on ne s'intéresse pas à l'activité pour nous-mêmes. C'est quand même extraordinaire. Alors, oui, pardon. Oui, on est dans une société, on a reçu une éducation où on est plus dans le sacrifice de soi et dans le fait de prendre soin de l'autre avant nous. Oui. Surtout les femmes peut-être aussi. Et les d'ailleurs. femmes, Ouais, oui. ouais. Après, les hommes, c'est encore autre chose. Oui. Mais ton activité est stressante. Par exemple, toi, tu es dans le dossier du chlordécone. Tu défends environ 200 parties civiles, notamment dans cette procédure d'appel sur le non-lieu qui a été prononcée le 3 janvier, il me semble, 2023. Tu as suivi ça peut-être un petit peu, Lisa. Donc, cette affaire du chlordécone, vraiment comme un serpent de mer, là. Donc, le dernier épisode, c'est cette audience devant la chambre d'instruction, c'est ça? Tout à fait. La cour d'appel. Cour d'appel de Paris. De Paris. Est-ce que c'est stressant? Est-ce que quand tu vas, parce que tu portes la parole de 200 personnes, il y a 800 parties civiles hein, à ce stade du dossier. Près, oui. Toi, tu défends 200 personnes, tu te présentes devant avec tes camarades ou tes collègues. Dans quel état émotionnel tu es? Est-ce que tu stresses? Ah oui, bien sûr. Je dirais que si on arrive, enfin, à mon sens, c'est ma position, hein, mais je pense que quand on porte un tel combat, en tous les cas, et on porte la voix de tant de personnes, de Martiniquais, qu'on porte un combat qui nous tient à cœur, il est normal que quand on arrive pour pouvoir en parler, il y a une petite montée d'adrénaline, de stress, de crainte de ne pas être à la hauteur du combat. Donc oui, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on respire. On respire avant d'intervenir. Et effectivement, le 22-23 septembre, nous étions devant la cour d'appel de Paris, devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Nous étions une douzaine d'avocats à défendre le projet, puisque ce dossier, effectivement, avait commencé depuis 2006-2007 par des plaintes d'associations. Oui. Et grâce au travail de pas mal d'associations, justement, on a eu des Martiniquais qui se sont réveillés, qui ont voulu venir dans le dossier, et les associations ont permis aux Martiniquais de se constituer partie civile. Oui. On fait les démarches, on a fait des formulaires pour permettre aux gens de faire les démarches. Et effectivement, à 4-5 avocats, on s'est constitué pour 800-900 Martiniquais qui, pour moi, ont changé la donne du dossier. Le fait que les Martiniquais se soient constitués en masse, et je trouve que 800-900 par rapport à 400 000 habitants, c'est peu. Oui. Mais 800-900 dans un dossier, c'est déjà un nombre assez impressionnant. C'est ça qu'on appelle action comment on dit ça? Class action. Non, c'est pas pas vraiment. Ça, c'est pas ça. Parce que nous, on s'est constitué pour chaque personne individuellement. D'accord. Je ne me suis pas constituée pour un groupe de personnes, mais je me suis constituée individuellement pour chaque personne. Ce qui t'oblige d'ailleurs, après l'audience du 22, à envoyer 200 papiers en 3 exemplaires, en 4 exemplaires à tout le monde. Les clients sont quand même compréhensifs, ils savent très bien qu'on ne peut pas envoyer C'est énorme. Déjà que nous avons envoyé les mémoires individuellement pour les 800 personnes. Moi, j'ai envoyé pour, je crois, 187, je ne sais plus. Oui. Environ pour 200 personnes, les mémoires en 4 exemplaires. Et donc, vous êtes devant cette chambre d'instruction, le but premier, parce que tu as suivi un peu ce dossier-là, Lisa? Oui, au niveau de la procédure. On rappelle la procédure. Donc, il y a eu ces premières plaintes 2006-2007, des associations guadeloupéennes, des associations martiniquaises se sont jointes au dossier. Il y a une instruction, les juges ne sont pas venus sur place, ce que vous dites d'ailleurs, vous faites savoir qu'il n'y a pas eu d'acte d'instruction à proprement parler. Et il y a eu cette ordonnance de non-lieu qui a été donnée le 3 janvier 2023. Les gens sont allés dans la rue massivement. Constitution de partie civile de CERT. Après, c'était un électrochoc, effectivement. Et en fait, les juges... Qu'est-ce que vous avez plaidé? Vous avez plaidé, il faut recommencer l'enquête, il faut continuer l'enquête. On demande à ce que le juge décide de rouvrir les investigations, l'instruction, l'enquête, puisque la chambre de l'instruction, effectivement, c'est la juridiction qui est compétente pour statuer sur les décisions qui sont prises par les juges d'instruction. Et dans le cadre du dossier du chlordécone, effectivement, les juges d'instruction qui ne sont jamais venus en Martinique ni en Guadeloupe ont rendu une décision en disant non-lieu, circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont émis plusieurs motifs. Il y a 3 motifs, il y a 3 arguments. Tout à fait. Il y a 3 arguments. Ils disent quoi? Ils disent on ne peut pas faire le lien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On ne peut pas faire le... les faits sont prescrits, d'abord. Les faits sont prescrits. Vous avez déposé plainte trop tard.
Ensuite, ils disent on ne peut pas, même si aujourd'hui on devrait condamner, on ne voit pas qui on Qui est pourrait responsable, condamner, on ne ouais. voit pas qui est responsable. Et le troisième argument, c'est de dire qu'au moment où le chlordécone est utilisé, hein, dans les années 70, on n'a pas l'information, dans les années c'était 70 à dangereux. 90, hein, plus que 90 d'ailleurs, mais bon. 93. Tout à fait, 93, ouais. de 60... Ça, il y a eu des prorogations oui, tout à fait, dans les des années... possibilités, ouais. Voilà, donc de 70 des années 70 à 90, Oui. ils nous disent à cette période, on ne connaissait pas le caractère dangereux du produit. C'est l'un des arguments qui a été soulevé. Alors que tout le monde sait, enfin, on a déjà dit plusieurs fois ici, il y a eu Jessica Aubier notamment qui a fait une BD sur ça, qu'il y a eu un incident quand même dans l'usine qui fabriquait le chlordécone en 1975 à Hopewell. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des problèmes. Et il y avait aussi des avis d'ailleurs, parce que les premières demandes d'autorisation de mise sur le marché n'ont pas été acceptées au tout début en France. Ouais. Tout à fait. Donc ils disent, ils n'avaient pas l'info que c'était dangereux. Et pourquoi faire une dérogation pour les Antilles s'il n'y a pas une difficulté? C'est déjà la première question qu'il faut se poser. Parce que si on demande une dérogation, c'est qu'on demande à ce qu'il y ait une exception à un principe. Oui. C'est bien parce qu'il y avait une difficulté. Si c'était interdit ailleurs, c'est qu'il y avait un problème. Oui. Et c'est bien... Donc, ce qu'on a démontré, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est bien parce qu'il y avait un problème qu'il y a eu des dérogations. Oui. Et nous avons démontré qu'à l'époque, en plus, il y avait des documents des ministères qui disaient que le produit était dangereux, qu'il fallait faire attention. C'est un de tes collègues qui a Tout à fait, qui a trouvé, sorti. voilà. D'ailleurs, le document est sorti dans des, on va dire, des médias concurrents. Donc, effectivement, on a démontré qu'il savait à l'époque que le produit était dangereux. Et tellement il savait qu'il demandait des dérogations. Donc, on a démontré ça. On a aussi démontré que ce ne sont pas des infractions qui sont prescrites, puisque déjà en 2006, si les associations ne déposent plainte qu'en 2006, c'est parce que ce n'est qu'en 2006 qu'elles ont les moyens de déposer plainte. Elles ne pouvaient pas auparavant parce qu'elles n'avaient pas les informations qui leur permettaient de déposer plainte. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, à mon sens, l'infraction est toujours en cours. Les Martiniquais, les Guadeloupéens sont toujours encore aujourd'hui empoisonnés par le chlordécone. Donc comment dire qu'il y a une action prescrite? Et s'agissant du troisième argument de on ne sait pas qui on va condamner, je pense qu'on sait très bien qui a commandé le chlordécone. Qui l'a commercialisé, qui a demandé des dérogations. Qui a accordé des dérogations. On a quand même pas mal de personnes qu'on pourrait, en tous les cas, poursuivre. Ils font l'autruche. Oui, alors qu'est-ce que tu penses, toi? Comment tu vis ce dossier Ah ben, moi, je trouve que c'est pollue, une là, aberration. qui pollue, hein? C'est une aberration. Oui. J'appelle ça du crime, en fait, sincèrement. Hein. Oui. C'est un crime Ok. Tout à fait. contre l'humanité. Hein. Bon, on va revenir sur la procédure tout à l'heure, mais on fait un petit break. Vous allez voir, on va parler de toute autre chose. Focus, mais vraiment toute autre chose. Alors, je vous ai dit, je vous ai annoncé la couleur. On parle d'autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'est l'hétérofatalisme? Pas du tout. J'aime bien ce part silence, hétéro, ce mais silence de fatalisme. mort. Qu'est-ce que ça peut être alors? Alors, on est hétéro, fataliste par rapport au fait l'hétéro. d'être hétéro. Ça veut dire qu'il y a une idée que C'est ce que c'est j'aurais quelque dit, moi. chose de il y a plus d'espoir, je sais pas. C'est plus sympa, on n'a c'est plus moins- envie, on mais voilà. s'ennuie, c'est quoi? Alors, Hétéro, je sais ce que c'est, fatalisme, hétéro, je sais ce que c'est, les deux ensemble, j'aurais dit la même chose. hétérofatalisme. Alors, juste en fait, bon, vous savez, dans Focus, vous savez peut-être pas, moi, Focus, c'est pour moi le moment de faire un tour dans l'actualité des femmes, quoi, ce qui intéresse les femmes. Donc, ça peut être du médical, ça peut être du juridique, ça peut être toute espèce de choses. Et là, c'est un article sur lequel je suis tombée. L'hétérofatalisme, c'est un article du Monde, j'aime bien aller sur le Monde. L'hétérofatalisme ou la fin de l'optimisme amoureux des femmes hétérosexuelles. Donc, c'est l'article de Anne Toscane Viudes dans Le Monde. Et c'est assez passionnant. En fait, elle parle de la tendance des femmes, pas tous, hein, mais on parle de tendance, c'est pas général, mais des hétérosexuels qui auraient bien aimé ne pas être hétérosexuels, parce que bof, quoi, parce qu'en fait, l'hétérosexualité pour elles, le couple hétérosexuel, est synonyme d'expérience pas forcément sympathique, de souffrance, de douleur, peut-être déjà de tromperie, etc. Donc, elles se résignent. Alors, ce ne sont pas forcément des militantes féministes pures et dures, elles se résignent. Elles ne passent pas au lesbianisme, elles ne veulent pas être lesbiennes. Et en plus, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que, et quelque part, pour certaines, elles n'ont pas le choix, parce que l'hétérosexualité est presque imposée, notamment dans un cadre de sécurité, disons, économique. Oui, OK, donc social. voilà, ça c'est social, donc ça c'est intéressant. Et alors, ce faisant, parce que vous savez, quand vous êtes sur Internet, vous lisez un article, un lien, vous allez voir, et j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, le mouvement 4B. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout.
Ben moi non plus, je ne savais pas, donc c'est l'occasion de vous dire ce que c'est. Et je trouve ça passionnant. C'est un mouvement qui est né en Corée du Sud, qui est une société très normée, où les rôles sont... Et puis il y a une pression, à mon avis, ils devraient faire beaucoup de yoga, parce qu'ils sont un peu stressés, tous ces gens. Et alors, il y a un mouvement qui s'est développé, c'est la lutte des Sud-Coréennes, lancée après MeToo, contre le sexisme qui fait rage, quoi. Et ces femmes-là sont allées vraiment... Elles prônent presque une sécession. Les hommes de côté, les femmes de côté. Les 4B, c'est... Pas de mariage, pas d'homme, pas de relations sexuelles, pas d'enfants. Donc, elles ne veulent plus avoir affaire aux enfants. Ils veulent dépeupler la planète. Non, mais elles ne veulent pas avoir affaire, aux hommes, Oui. pardon. Donc, j'ai dit pas de sexe, pas de... Oui. C'est tous les bi, quoi. Pas de sexe, pas de mariage, Ok. pas de grossesse et pas de couple. Ok. Et alors, une des nouvelles, en fait, en lisant cet article, c'est que ce mouvement-là est en train de se répandre aussi aux États-Unis après l'élection de Trump. Oui. Parce que Trump il revient tellement sur les droits des femmes Ah oui. que ça génère un mouvement un petit peu sécessionniste, entre guillemets, un peu radical, notamment aussi parce qu'il y a une montée des virilistes et des masculinistes. Donc c'est une espèce de truc, de cercle un peu vicieux, où on arrive dans certaines situations, d'un côté les hommes, les virilistes, les masculinistes, et puis les 4B, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'étiez pas au-dessus de vos radars. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, la juriste, l'avocate? Je ne sais pas, enfin, en tout cas, en tant que femme, je me dis, en fait, elles se résignent à ne pas rechercher ce que la société leur demande de rechercher, d'être en couple, d'être mère, d'être femme. J'ai l'impression qu'elles se résignent. J'essaie de comprendre cette histoire. Non, alors les Sud-Coréennes disent, il y en a marre de cette société sexiste, où les femmes, c'est ça et ça. Donc, on ne veut plus avoir affaire à vous. L'hétérofatalisme, c'est encore autre chose. L'hétérofatalisme, c'est les hétérosexuels qui disent, bon, pour résumer, hein, si tu veux, j'ai tendance à résumer, ouais, on en a assez, mais bon, ok, c'est pas la joie, quoi. Voilà, je ne veux pas être lesbienne, mais c'est pas la joie, bon, allez, machin, et le couple ne fait plus rêver, voilà, c'est ça. Donc toi, ça te laisse pantoise? Non, j'ai du mal à te figurer oui, ça. j'ai du mal à comprendre. Après, je peux comprendre que par rapport à les 4B, oui. J'ai l'impression que c'est un rejet totalement de ce que leur demande la société. C'est un rejet, oui. C'est comme ça que je le vois. Ce que je crains peut-être, c'est que certaines adhèrent sans vraiment être prêtes à adhérer. Je crains que ça devienne comme une mode. Peut-être ceux qui me... Non, peut-être qu'en toute conscience, elles veulent pas avoir de rapport hétérosexuel, elles veulent pas se marier. Enfin, dans le cas des 4B, on nous dit, elles veulent pas se marier, elles veulent pas de relation sexuelle avec un homme, elles veulent pas de grossesse et elles veulent pas d'enfants. Après, pour moi, c'est le respect de la liberté au sens propre du terme. Oui. Elles sont libres de faire ce qu'elles vont. Oui, oui. Pardon. Lisa. Oui. Ah oui, tout à fait. Bon, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, moi, ce que je Tu trouves ça extrême? sens... J'ai pas de jugement parce que je pense qu'il y a plein de blessures en fait qui sont pas guéries. Il y a une incompréhension, il y a des attentes, il y a une incompréhension entre hommes et femmes qu'il faut arriver. Qui est naturelle, cette incompréhension-là? Je pense qu'il y a une différence réelle. Oui. Après, on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Mais je pense qu'on est en train d'aller vers un rejet, une colère, on va dire, plutôt, que chercher une sorte de... Déjà, je pense que toute relation, enfin, toute personne qui veut être en relation est obligée, à un moment donné, de se regarder soi, de voir les blessures qu'on a. La première colère qu'on a par rapport à un homme, ça peut être souvent lié au père. La façon dont la femme est perçue par l'homme, c'est aussi lié à l'histoire. Enfin, il y a plein de choses à déconstruire, à guérir. Et je peux comprendre, en effet, qu'on ait envie de se libérer des schémas, en fait. Je pense que tout changement passe par une sorte de révolte au début, c'est-à-dire une sorte de façon de dire non à l'étiquette, en fait, pour ensuite peut-être aller, je l'espère, vers une nouvelle définition des relations, en fait. De la communication, de la relation. Avec une plus grande communication et empathie et comment dire, en comprenant l'autre, on peut avoir on peut baisser un peu parfois sur le jugement, mais en effet, il faut d'abord passer parfois par ce genre de...
c'est un peu extrême. Mais, Non, mais c'est c'est un peu extrême. extrême, hein. mais je C'est comprends. extrême, Enfin, mais je peux comprendre, moi aussi. Puis c'est le libre choix, chacun Oui, pour oui, moi oui. est libre. Mais c'est Et vrai c'est- qu'on a une on se société C'est très polarisé. qui est très quoi. polarisée. Très polarisé, et dans qui- toutes circonstances. Tout à fait. Et qui impose aux femmes, notamment, surtout, un certain schéma, un certain comportement. Oui. On dit la fille doit être gentille, elle doit s'occuper de son mari, elle Des doit s'occuper enfants. des hommes, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de la maison, elle ne doit pas faire de vagues, il ne faut pas qu'elle s'impose trop. Et tu vois, Quand tu une disais femme tout à l'heure, s'impose- tu vois, tes enfants font du yoga, tu fais pas de yoga, tu fais pas de toi. Et de l'autre côté, l'homme C'est le doit soin, c'est assurer. toi, le soin, c'est toi, et de l'autre côté, l'homme doit. Ouais. Ouais, il y a plein, enfin, il y a de la Non, pression non. des deux côtés. Donc je peux comprendre effectivement qu'on ne veuille pas supporter toute cette pression de la société, mais après je pense comme je dis, je respecte les choix, tout à c'est un fait. libre choix, mais je pense qu'on peut en tous les cas, nous, je pense, ma génération, j'espère en tous les cas, qu'on va essayer moi j'essaie en tous les cas d'enseigner autre chose à ma fille et aux jeunes filles de mon entourage, et de dire que la femme ne doit pas forcément entrer dans un cadre. Bien sûr. C'est ça. Qu'il faut surtout qu'elles s'assument, qu'elles recherchent qui elles sont vraiment, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent dans la vie, et pas forcément rentrer dans le cadre que l'entourage ou la société veulent leur imposer. Est-ce que toi, tes cours, il y a des couples qui viennent? Tu m'as parlé de tes parents qui pratiquaient la méditation Oui. tous les deux. Est-ce que les gens qui viennent te voir sont en couple parfois, ou c'est plutôt une pratique, une démarche solitaire, Alors, individuelle? il y a une majorité de femmes. Je constate souvent que quand je croise un homme, il me dit « Ah, je vais dire à ma femme de venir » ou « Je vais en parler à ma femme ». Donc, souvent, tout de suite, l'homme s'exclut un peu. Je pense que beaucoup de femmes auraient aimé pouvoir partager ça avec leur mari. Il y en a qui le font. J'ai eu la chance d'avoir, en effet, de beaux couples qui sont toujours là aujourd'hui, depuis des années, et qui se sont consolidés, justement. Ça a apporté un plus à la relation. Mais de façon générale, c'est souvent une démarche de la femme, je pense plus naturellement, on dirait en tout cas de prendre soin d'elle, ou une timidité chez les hommes, ou des a priori, ou Sur le yoga, peut-être oui, que c'est il y a c'est des trop a priori gentil, sur le yoga. J'ai constaté beaucoup de réticence par rapport à un jugement qu'ils ont envers eux-mêmes par rapport à leur souplesse. Alors ça, c'est assez impressionnant. Tous les hommes quasiment que j'ai croisés, ils sont gênés de venir parce qu'ils sont trop raides. Donc, ils n'ont pas envie, je pense, de s'exposer à une sorte d'échec peut-être. Enfin, ils sont dans cette idée, je vais échouer peut-être si je viens sur le tapis. Donc parfois, les hommes sont plus privés ou vont faire ça de leur côté. Mais souvent, ce sont des sportifs, les hommes qui viennent, ou des gens qui sont dans une démarche. Mais c'est pas le... Il y a des choses, des a priori aussi à déconstruire. Et est-ce que, parce que quand tu parlais on parle du yoga, c'est vrai que souvent, le yoga n'est pas forcément égal à la méditation. À la fin d'un cours de yoga, tu peux faire de la méditation. Oui. Et du coup, c'est une pratique qui est quand même qui requiert une forme d'intériorité, peut-être. C'est ça, non? Et la méditation, peut-être que c'est assimilé au fait que les hommes ne pratiquent pas cette intériorité, cette espèce de de retour sur soi, Non, peut-être. je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent la méditation, Oui. peut-être plus encore que le les yoga. femmes. En fait, Ah oui. souvent, ils sont dans leur sport et dans la D'accord. méditation. Parce qu'il y a quelque chose... Je pense que le yoga va nous bouger d'une façon inhabituelle et il y a une crainte par rapport à ça, peut-être parce qu'on D'accord. pense qu'il faut être souple, en fait. D'accord, C'est vraiment parce qu'ils ne sont pas fermés Oui. ou alors... Ils ont un a priori, c'est pour les femmes. Oui, et Voilà, c'est ça. c'est trop mou, c'est trop doux, Ouais. mais ils ne savent pas. Et souvent, quand ils viennent et qu'ils voient, qu'ils transpirent, qu'ils travaillent leurs abdos, qu'ils travaillent tout leur corps, ils sont étonnamment surpris et ils reviennent. La plupart du temps, ils reviennent parce qu'ils trouvent ça génial. Ok. Mais c'est par méconnaissance, souvent. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Jingle, mot de femme. On continue la discussion. 4B, on est encore en train de dire 4B, mais ouais. Moi aussi, je me suis dit, comment je ne connais pas ce... Voilà, c'est bien, ça sert à ça, en fait, focus dans forme. Continuons 2 secondes sur la procédure, là, pour la procédure du chlordécone. Donc, 22 septembre, vous avez plaidé, vous avez fait valoir, donc vous avez répondu pied à pied, quoi, à ces 3 arguments. Les faits sont prescrits, on ne peut pas trouver qui est responsable de l'empoisonnement. À l'époque, l'État et ceux qui ont commercialisé ce produit n'étaient pas au courant de sa dangerosité. Donc, vous avez défendu vos arguments, représentant 800 à 900 personnes. Ça a duré longtemps, c'était 2 jours d'ailleurs de plaidoirie. Alors, c'était fixé sur 2 jours. Effectivement, ça a duré finalement 1 jour et demi, je dirais.
Mais c'est vrai que chaque avocat a essayé de prendre un point bien D'accord. précis parce qu'on ne pouvait pas développer tous les arguments qui avaient été développés dans les mémoires. Mais ce qui nous a marqué, principalement les avocats, c'est la durée de l'intervention du représentant du parquet qui a plaidé, qui a fait ses réquisitions pendant 4 minutes. Donc, on se dit, pour un dossier où vous avez 800 parties civiles, un dossier qui dure depuis 2006, Oui. un dossier Attends. où vous avez 12 avocats qui attendent enfin de pouvoir plaider, on a été extrêmement C'est pas bon surpris. signe, ça. Hein. Mais 4 minutes, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Je me suis dit peut-être qu'il n'avait rien à dire, donc Le 4 parquet, minutes, il représente l'État. il représente la société. Ah oui, ça représente la société. C'est ce qu'on dit. Mais il a donc le parquet qui représente la société. Il demande la a fait confirmation du de non-lieu. l'ordonnance de non-lieu en disant Mais- qu'il estime que... Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Alors, il dit, je comprends la colère Oui. des Martiniquais, mais Ça et ça et ça, voilà, c'est prescrit, juridiquement, etc. la décision est fondée, donc je demande la confirmation. Voilà, je résume un peu, mais c'était ça son intervention. Je demande la confirmation du non-lieu. Je comprends la colère, mais je demande la confirmation du non-lieu. Donc, je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme tout est dit dans mon mémoire, Oui, donc oui. je n'ai rien d'autre à Oui, mais c'est dans pas mon- lui qui fait la décision. Non, il y pas a du les tout. magistrats qui vont prendre Lui, il est là décision. pour représenter la société, de donner son avis sur la décision. Les avocats font leur plaidoirie. Effectivement, la décision est prise par les 3 magistrats qui composent la chambre d'instruction. Pour le coup, nous avions 3 femmes Oui. qui représentaient, les 3 magistrates qui composaient la chambre d'instruction. Et la chambre d'instruction a prévu de rendre sa décision le 23 mars 2026. Alors, je ne sais pas s'il faut le voir comme un signe, si elles vont prendre le temps d'étudier le dossier, de Oui. regarder chaque mémoire, d'étudier chaque pièce. Oui. Est-ce que c'est un signe qu'elles vont prendre le temps d'étudier ou est-ce que c'est un signe qu'elles veulent juste laisser le temps passer pour... C'est un métier difficile hein, quand même. Hein. J'ai vu ces jours-ci, on tape à bras raccourcis sur les magistrats avec l'affaire Sarkozy, là. Un président de la République qui va aller en prison, les gens trouvent ça bizarre en disant oui, elles étaient la magistrate, alors que c'est collégial, hein, la Oui, c'est une décision décision pour M. collégiale, tout à fait. Sarkozy. C'est Tout une à décision fait. collégiale, elles sont 3, mais la magistrate, il y en a une qui a défilé à l'époque parce que c'était quoi, M. Sarkozy, qui avait un projet, je ne me rappelle plus ce que c'était, donc elle a le droit, quoi. Ce qu'a rappelé d'ailleurs l'ancien garde des Sceaux, Dupond-Moretti, en disant une magistrate, c'est quelqu'un comme tout le monde qui a le droit d'avoir Tout à fait. des idées. Mais on tombe un peu à bras raccourcis sur la justice. La justice est partiale. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, même si, toi, peut-être, des fois, ils ne vont pas dans ton sens, la décision ne va pas dans ton sens, mais le point de vue d'un avocat sur ça, c'est que on ne commande pas une décision de justice, il faut recourir à toutes les voies possibles qui sont offertes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, j'ai À cette toujours- défiance qu'on a j'ai- désormais, enfin, que certains ont. Je peux comprendre cette défiance parce qu'effectivement, comme nous disions tout à l'heure, les gens s'intéressent de plus en plus à leurs droits, vont chercher, vont utiliser Internet pour vérifier, chercher les textes, vérifier, essayer de comprendre les lois. Donc, on a quand même une population qui essaie de plus en plus de se cultiver, d'avoir en tous les cas des réponses on a une population qui demande donc plus de réponses à ces questions. Mais moi, j'ai toujours dit que mon métier est compliqué. Oui. Il est Tu as fait combien d'années difficile. d'études? Tu as fait au moins 5 années d'études, 6 années d'études. Donc, c'est pas là au cas aller en interne, il faut être ChatGPT qui répond en 2 secondes, Nous qu'au sommes cabinet d'accord. juriste. Quoi. Oui, On j'ai est d'accord quand fait même. 5 années Oui. d'études avant de rentrer à l'école d'avocat. La formation à l'école d'avocat dure 18 mois. D'accord. 5 ans plus 18 mois. Pratiquement Et j'ai 7 fait un ans. double cursus, donc j'ai fait une année Oui, supplémentaire. oui. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué, mais je me dis souvent que je préfère être à ma place Oui. qu'être à la place du magistrat. Tu m'étonnes. Parce que moi, je ne fais que défendre une position. Oui. Une fois que j'ai défendu ma position, j'ai fini. Mais je n'ai pas... Le magistrat, lui, il doit écouter les 2 parties, trancher, prendre une décision On a appliqué la loi aussi, pour appliquer la loi. en fonction des éléments. En fonction des éléments. Et malheureusement, et comme je dis souvent à mes clients, le droit n'est pas forcément... le droit n'est pas la justice. La justice n'est pas le droit. Oui. Malheureusement, dans beaucoup de dossiers, la personne peut avoir raison, Oui. mais ne pas pouvoir obtenir justice Oui. parce qu'elle n'arrive pas à démontrer prouver, qu'elle a à prouver. raison. Oui, bien Or, sûr. le droit, il faut démontrer Oui. qu'on est dans son bon droit. Tu vois, par exemple, en matière, on a beaucoup parlé de ça ici, par exemple, dans le cas de violences sexuelles, tu as des femmes qui hésitent d'ailleurs, parce que, et puis même d'ailleurs, on leur explique que la procédure est longue, qu'il faut des preuves, c'est-à-dire que oui, il faut des preuves, il faut des preuves. Et puis il y a une notion, dans le cas de Sarkozy, il y a une notion que certains ne veulent pas entendre, c'est les faisceaux. C'est un L'indice. faisceau d'indices, quoi. C'est la preuve, c'est ouais, tu es prise, fais la preuve,
tangible, comment tu dis ça, l'aveu, quoi. Oui. Mais tu as aussi des fois des décisions qui sont prises sur des faisceaux d'indices fait, concordants. même C'est ce que, dans ce cas-là, en matière lequel il de crime, s'appuie. on parle d'intime conviction. oui. À la différence des délits en matière de crime, on parle d'intime conviction. Oui. On demande au juré d'avoir l'intime conviction que oui. la personne a commis l'infraction. Oui. C'est Donc, compliqué. c'est pour ça que je dis que Je m'en rends compte. C'est compliqué. Donc, et alors, retour à toi, Lisa, tu nous disais que dans ton grand stage, tu vas t'appliquer à, tu vas t'appliquer à faire des exercices autour des 7 chakras, c'est ça que tu nous as dit? Oui, voilà. C'est quoi les chakras, C'est d'ailleurs? Tu les intéressant de connais, les chakras? démystifier ça un petit peu aussi. Oui, les chakras. Parce que c'est pas du tout mystique ce qu'on va faire. Oui. En fait, chaque atelier, donc les 7 ateliers, Oui. ont pour objectif de travailler sur une qualité qui nous sert pour notre quotidien, comme Oui. l'ancrage, la stabilité, la flexibilité, la confiance en soi, l'ouverture. Mais on va relier ça à une partie du corps. L'ancrage, ce qui nous ancre à la terre, ce sont nos pieds, nos jambes, nos hanches, enfin c'est le bas du corps. En fait, premier chakra, chakra racine, tout le bas du corps, en fait, à partir du bas des hanches. Ouvrir nos chakras. Voilà. Et donc, on va travailler la force des jambes. Oui. Là, on va travailler des postures de guerrière, les guerriers en yoga, où on est debout, on sent sa force. Parce qu'en fait, quand on veut être fort dans son quotidien, on doit le sentir en soi, on doit le sentir dans chaque cellule de son corps qu'on a la capacité de gérer telle situation. Et souvent, ce qui nous lâche, ce sont nos jambes. Quand on a peur, nos jambes nous lâchent. Ah oui, ça flageole comme ça. Donc, on s'occupe de reconnecter les gens à leurs jambes. Donc, ce soir-là, on porte un t-shirt rouge parce que c'est la couleur de l'ancrage, voilà, des guerriers. Et on travaille les jambes, les hanches. Deuxième jour, on va travailler la joie de vivre et la flexibilité. Donc, on va travailler sur le bassin, les hanches, le psoas, les lombaires, enfin toute cette région chakra sacré qui correspond au sacrum, à la région du sacrum. Oui, la boutithérapie d'ailleurs fait travailler aussi. Et l'élément qui domine ce chakra, c'est l'eau. Donc, et c'est pas pour rien qu'on a nos organes, reproducteurs et tout le liquide dans notre corps, etc. C'est l'eau. Donc, on ramène la souplesse, on travaille les postures qui vont nous assouplir pour être plus souple intérieurement. Parce qu'on a des blocages à cause justement de ce qu'on a pu vivre dans notre sexualité, dans notre histoire. On a les fesses serrées, on a parfois le bassin qui est un peu bloqué, c'est tout contracté autour de tout ça. Donc, on va... Mais c'est pour soi, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que quand on est bloqué dans une partie de notre corps, ça agit sur la façon dont on vit notre quotidien. Est-ce qu'on marche tranquillement ou est-ce qu'on marche comme ça? En fait, ça va... Et mentalement, ça agit sur notre rapport à l'autre, sur notre vie. Et puis, on va remonter dans la volonté avec les abdos. Là, on travaille le centre, donc les abdos, les torsions, tout ce qui va activer ce feu intérieur de la volonté, du courage, on dit avoir des tripes. Donc, on va travailler sur ce plexus solaire pour avoir et enlever les colères en travaillant dans le corps, toujours le corps, les postures. Et on est en jaune ce jour-là. Et donc, la salle sera aussi éclairée dans la couleur. Donc, c'est assez puissant. Et en plus, le fait d'être en groupe. Donc, voilà. On remonte, chakra cœur. Donc, toutes les postures d'ouverture, d'extension de la colonne vertébrale où on va ouvrir de nouveau les épaules, le dos, débloquer la région du cœur, puisqu'elle aussi renferme beaucoup d'émotions refoulées, de blessures. Donc, on va à la fois guérir son cœur intérieur, mais on va aussi ouvrir sa capacité, augmenter sa capacité respiratoire, débloquer des nœuds à l'intérieur pour être plus ouverte à l'amour, à la vie. Parce que souvent on dit qu'on est prêt pour l'amour et puis on se rend compte qu'on n'a pas fait le ménage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut ouvrir le cœur. Ouvre-nous à l'amour. Comment on fait, Elisa? Alors déjà, on va ouvrir les bras comme ça vers l'arrière. C'est bien ouverte à l'amour, on s'ouvre à l'amour. C'est ça, c'est les épaules. Quand on est fermé, on a les épaules comme ça. Allez, on ouvre. On inspire et on soulève, on élargit la cage thoracique et puis on ramène ses épaules en arrière. Et c'est la base pour certaines postures où on est vraiment en flexion arrière. La prochaine fois qu'on va se croiser dans la vie, tu me vois comme ça, c'est que je suis... On est ouvert à l'amour. Donc il y a des exercices vraiment d'épaule, de haut du dos, pour réouvrir cette zone et se dire, voilà, je suis là, et c'est l'amour de soi. Avant, c'est tout, c'est je construis cette estime de moi. Et quand on a cette estime de soi, on se tient plus droite. Mais il faut le travailler dans le corps. Parce que notre corps, il
il est rempli de toutes nos mémoires. Voilà. Ok, ok. Là, à ce stade, 3 minutes, on est un peu en retard. Je veux que vous parliez d'un homme. Un homme. Tac, tac, homme. Oh, je cite un homme comme ça que Yes. je connais. Oula, ouf. Que tu vas commenter, bien sûr. Pourquoi? Mais en 2 minutes, il nous reste temps. Alors, Lisa, un homme. Vas-y, commence. Ouh là là. J'adore Ah ben, l'effet que ça ouais. fait chacun. Un homme, quelqu'un qui t'a, un avocat Oui, qui t'a influencé, par exemple, je sais pas, ou bien un penseur, un chanteur. Je cherche le nom. Allez, d'habitude, je parle de mon papa, mais je vais rester dans le bambou. Oui. Je vais parler de cette belle découverte de Laurent Fénis, Bambouman, Bambouman, oui. avec qui j'ai eu le bonheur de, Ah oui, de danser, de chanter, de t'as faire des dansé, oui. percussions. Et en fait, son univers est fascinant. Oui. Et donc, j'aurais aimé qu'il soit plus vu. Et on l'a interviewé là, un cœur eh ouvert. ben voilà, c'est un sacré personnage et je trouve qu'il a beaucoup connais apporté. Bambouman? Non. Il utilise le bambou pour toute espèce d'instrument, Voilà, c'est magnifique. Il fait des saxophones, il fait des flûtes, il fait tout. toutes sortes Pour moi, c'est un génie Oui. voilà, Inventif. inventif et puis qui travaille avec beaucoup les enfants aussi. Voilà. Elle t'écoutait à peine parce qu'elle cherchait un homme. Non, j'ai un homme à qui je Vas-y. pense, mais le nom ne me revient pas. Oui. Il est Qu'est-ce qu'il fait? décédé, c'est un historien qui est décédé il y a quelques... Ici, un Martiniquais? Non, c'est Non. pas un Martiniquais, D'accord. mais son nom ne me Bon, revient c'est pas. pas grave. Me revient pas du tout, mais j'avais beaucoup aimé ses travaux. Il est décédé il y a quelques mois de cela. Et il parlait, il avait un peu... Son travail était de restaurer les hommes noirs, les hommes et les femmes noires qui avaient fait beaucoup de choses dans l'histoire. Ah oui, je vois. Et Badinter, qui a été panthéonisé, c'est un homme... Qu'est-ce que tu penses, Badinter? Je ne dirais pas que c'est pas de ma génération, Oui, mais oui. c'est la peine de mort, c'est c'est l'homosexualité qui n'est plus un délit. C'est un c'est grand vrai que homme. quand je suis arrivée, tout ça était déjà tellement établi Oui, que oui. c'était plus vraiment... Ça, tu as 20 ans. T'as tout compris. Voilà. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme. Le mot de la femme, le mot de la fin. Il nous reste 1 minute pour conclure. Ce serait quoi? On a parlé de toi. C'était une première pour Sylvette. On a parlé d'elle, on a parlé du métier d'avocate, on a parlé du chlordécone quand même. Rendez-vous le 23 mars, c'est ça? 23 mars 2026. 23 mars. Il y a quand même des recours? Si ça ne marche pas, on espère que ça marche. Si la décision est défavorable, bien évidemment, nous pouvons toujours saisir la Cour de cassation, D'accord. puisqu'il faut épuiser toutes les voies de recours en France avant de saisir la Cour européenne. Le mot de la fin, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Mais j'aurais dire aux jeunes Martiniquaises, n'hésitez pas à vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à vous-même et à aller au bout de vos projets. Et, voilà. Ok, merci Sylvette. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Lisa? Eh bien, ce serait pour moi de continuer d'inviter les femmes à prendre soin d'elles et à se prioriser davantage parce que c'est comme ça qu'on donne l'exemple aussi à nos enfants et qu'on évite qu'ils reproduisent les mêmes schémas, en fait, et femmes et hommes. Et puis qu'on agit aussi sur notre société. Aussi. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Et puis on dit qu'il y a Yoga Life, voilà, l'Académie du Yoga. Mon académie en ligne, voilà, cours en direct et en replay, et puis le grand stage du 5 au 9 novembre à Madiana. Merci voilà. Lisa, merci Sylvette d'être venue passer ce moment-là avec nous. Merci à Johan, merci à Marty, merci à David de nous avoir permis de réaliser cette émission en réalisation, maquillage. Merci à vous de nous suivre. Je vous retrouve le mardi avec tout autant de plaisir à 20h10 sur Zitata avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.